Je savais qu'il n'irait pas au-delà de cette saison. C'est impossible. Certes, Doudou nous rappelle le point de crispation, mais de toute façon, j'ai jamais cru que quand tu as été président omniscient, omnipotent, omnitout pendant des années, tu pouvais accepter plus longtemps d'être une sorte de président délégué, parce qu'il était évident après la saison que vient de passer l'OL que Textor allait reprendre tout en main, qu'il aurait envie de tout restructurer, et qu'à partir de là, je ne voyais pas Olas il se contentait d'un second rôle. Donc j'ai jamais cru, moi, à la théorie des 3 ans, on va continuer à bosser ensemble et tout. Donc cette bombe, pour moi, elle était posée. Après qu'elle éclate aujourd'hui, ça effectivement, je dois bien avouer que je m'y attendais pas. Donc oui, on est, de toute façon, il est encore là, hein, Jean-Michel Aulas. Il ne faut pas que ce soit un hommage, c'est pas un hommage funèbre, hein. Il quitte l'OL. Je pense que si j'étais supporter de l'OL, j'aurais une forme d'angoisse quelque part, parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est la grande inconnue. Comment Textor va gérer ça? On regarde les Américains qui sont arrivés à la tête des clubs en Europe ou en France. Ça se passe pas toujours bien. Ça se passe d'abord pas bien, puis il peut y avoir des améliorations comme dans le cas de l'OM. Si on regarde Chelsea, on a très très peur et on tremble. Si on regarde en Italie ce qu'ils ont fait à la Roma à une époque, ça fait flipper aussi. Enfin, il y a plus d'échecs et de choses un peu rocambolesques ou de façons de faire qui sont peu en rapport avec notre culture foot. Et ce sont donc des choses qui peuvent mener à une forme d'angoisse si on est supporter du club. Je ne parle pas de Bordeaux, parce que alors là, c'est encore plus catastrophique. Donc il y a une vraie inconnue, donc une vraie angoisse, j'imagine, pour les supporters de l'OL aujourd'hui. Et j'espère pour eux des réponses très vite de la part de Textor et un projet qui ressemble à quelque chose. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est maintenant, là, on parle de l'actu de l'OL, ou on commence à dire ce qu'on pense de là, c'est du passé, Non, du allons-y président par qu'il a étapes, on été. a le temps. C'est depuis. Flo, Pour d'abord. moi, il est carrément l'un des créateurs de l'OL. Donc, mais on en reparlera peut-être après de ça. Donc, restons sur l'actu. Ouais, mais l'actu, c'est quand même l'hommage, parce que moi, après, j'ai un avis tranché qui va partir qui va évoquer l'avenir. Et qui part d'un constat quand même assez brutal, je vais le dire comme ça maintenant, et puis après je vais revenir sur l'hommage, c'est que c'est une bonne nouvelle. Oui, moi, je C'est suis une bonne d'accord. nouvelle, Ça fait puisqu'on des années que je pensais qu'il devait partir. on le demande, donc on va pas maintenant faire nos Ça fait des années mijaurées. que ça marche plus. Donc ça ne marche pas, et je vais même C'est dire. une bonne nouvelle. Est-ce qu'il ne faut pas attendre de voir ce que vont faire Textor? C'est une bonne nouvelle parce qu'il fallait prendre une décision. Textor a pris cette décision première. Eût-il fallu faire autrement par rapport à la gestion, au projet global? C'est mon avis tranché tout à l'heure, peut-être, mais c'est une bonne nouvelle, même si c'est fait peut-être dans le désert et pas avec beaucoup de classe. Mais ça, c'est les Américains, ça fonctionne comme ça. Permets-moi une petite parenthèse, Flo. Et puis après tout, ton avis, mon avis, machin, Gilbert, c'est pas nous qui avons vendu le club. Donc c'est la décision de Jean-Michel Aulas de vendre à ces gens-là. Donc, je suis encore plus dans la roue de Florent. Il fallait qu'il parte, parce que de toute façon, il a vendu. Edouard, je crois que tu voulais apporter une précision. Que ça marche pas après et tout, de toute façon, ça sera pas de notre faute à nous. Il a vendu à Textor et à ses amis qui ont de l'oseille, parce que Textor, il n'en a pas des masses d'oseille. Attention, il ne faut pas oublier que c'est un jeu d'actionnaires au départ qui a ramené Textor, Edouard. Très bien. Oui, en fait, mais d'accord, mais c'est Aulas qui vend le club. Donc nous. Oui, mais il vend le club obligé, parce que Pathé et IDG décident. Nous étions à Porto pour un match de Coupe d'Europe, et on a le communiqué de Sédou, du groupe Sédou et d'IDG qui paraît à la presse, et Jean-Michel Aulas le découvre presque en même temps que nous, en tout cas 1 heure avant que celui-ci soit donné en communiqué de presse. Il apprend que Pathé veut vendre, et vu que ce sont les actionnaires de référence, au total il y avait 40%, fatalement il fallait vendre le club, et lui, Jean-Michel Aulas, à ce moment-là, n'a que 28%. Ça ne change rien à ce qu'on a dit. Non, mais c'est pas Aulas qui a vendu. Non, mais attends. Et la suite, justement, par rapport à ça, c'est Pathé. Avec vos histoires, il a récupéré 90 millions, il avait envie de se barrer, de vendre. Arrêtez de raconter n'importe quoi là-dessus. Edouard, c'est pas lui qui a voulu vendre. C'est parce que il y avait 40% du capital, en l'occurrence de Pathé et d'IDG, 20% chacun, qui étaient sur le marché, qu'il fallait racheter. Et c'est la banque Rein, une banque diligentée par le groupe Pathé. Donc lui, il ne voulait pas du tout vendre. Ah non, absolument pas. Ah non. Alors, peu importe. C'est un concours en cascade qui fait qu'il en arrive là, à ce moment-là. D'accord, mais j'ai envie de dire, et les infos sont importantes, mais peu importe, parce que quelque part, tant mieux. C'est-à-dire que
admettons qu'il ne voulait pas vendre et qu'il y ait eu besoin de ce départ des deux actionnaires pour qu'on arrive in fine à ce qu'ils vendent, je pense que malheureusement, et c'est le début de mon avis tranché, ça c'est juste le postulat, c'est 6 ans, 7 ans, 8 ans de trop. Voilà, on perd 8 ans. Absolument. Je dis 8 ans, je le fais à la louche parce que je ne sais pas si c'est 5 ou 10. Donc je vais mettre le curseur au milieu en disant, en fait, l'OL a perdu du temps. L'OL a perdu du temps dans sa mue, l'OL en a gagné, a été un précurseur, et là j'en viens à l'hommage à Aulas, a été tellement en avance. Entre le moment où il a fait monter, où il a pris le club en D2 pour l'amener sur le toit de la France et on va dire dans le grenier de l'Europe, parce que 2 fois demi-finaliste et puis 20 fois qualifié pour la Coupe d'Europe de suite, ce qui est énorme, le plus gros pourvoyeur de points indice UEFA pour la France, etc., etc. Donc tout ce qu'il a fait à ce moment-là. Et un stade qui a été le projet de sa vie au final. L'OL Group, le stade, la section féminine. Édouard l'a rappelé, le palmarès de la section féminine et le côté précurseur de ce président sur les sections féminines en France. Donc, il a été en avance, il a tout le temps été en avance, mais depuis 10 ans qu'il n'a pas su préparer sa suite, comme souvent les grands, quand il n'y a pas d'élection et quand ça se passe comme ça. Et encore pire, si ce que dit Édouard est vrai, et je le crois, s'il ne voulait pas vendre, c'est la preuve que oui, ça n'avait que trop duré, ça aurait pu encore durer encore plus. Donc c'est pour ça que je dis c'est une bonne nouvelle. C'est un président incroyable, c'est le plus grand président sur la durée à mon avis, parce qu'évidemment il y en a eu des présidents comme Martel, Nicolin, Tapie, Borelli, il y en a plein des très grands présidents qui incarnent leur club. Mais sur la durée, avec 10 titres de champion, avec les 2 demi-finales de Ligue des Champions, avec tout ce que je viens de rappeler, je n'oublie pas les 2 Coupes de France. Mais le problème, c'est que la Coupe de France, la dernière, c'est 2012. Le problème de l'OL, c'est qu'à partir du moment où il y a eu ce projet de stade, qui est magnifique, puisque c'est son propre stade, derrière, il n'y a plus de projet sportif. Aujourd'hui, donc après, je m'arrête là parce que c'est l'objet de mon avis, c'est la stratégie sportive, le temps perdu par l'OL dans ce nouveau monde. Tu parlais des exemples à l'étranger. Pour les Américains, tu as raison, Daniel. Mais tu peux aussi prendre des bons exemples, comme le TFC. Enfin, un bon exemple avec la data. Non, mais c'est attention. Non, mais ce que je veux dire, j'espère que Lyon ne vise pas... non. Ne avec veut pas plus de moyens. TFC, non, avec plus de moyens. C'est-à-dire que ce soit autre chose. Oui, mais avec plus de moyens, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'adhérer. Moi, je veux entendre une stratégie sportive. Enfin, je vous trouve dur dans le sens où ce soir, vous parlez de Jean-Michel comme en disant non, ses points positifs, ses points négatifs, on va dire, sur les 6-7 dernières années. Surtout Florian Gautreau qui disait ça. Je pense que ce soir, le débat, il n'est pas là-dessus. Le débat, il est surtout sur le fait que ça s'est fait un petit peu trop sèchement, j'ai envie de dire, par un communiqué un peu froid. Et c'est dommage pour un si grand président qui a fait de si grandes choses pour l'OL d'être, on va dire, mis à la porte de cette façon-là. Moi, tout ce que j'espère en tant que supporter, et je pense qu'on sera beaucoup à rejoindre ça, c'est qu'il pourra nous dire au revoir et qu'il fera quelque chose d'assez symbolique dans le stade, prochain match, fin de saison, ça on l'espère aussi que ce soit pour le dernier match de la saison de l'OL. Je pense que même si les Américains ont été très froids dans la façon peut-être de le faire et tout, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une sorte de fête sur le dernier match de la saison. Je vais aller plus loin. Je voulais dire tout à l'heure, je ne sais pas si tu en seras d'accord. Je pense qu'il faut à minima, je pensais au stade, moi, plus à terme, avoir un stade Jean-Michel Aulas, mais une tribune, c'est le minimum. Là, il est président d'honneur. Hein, c'est ce que mais même, je parle de ça parce qu'on fait toujours ça, comme disait Daniel tout à l'heure, pour des gens décédés. D'ailleurs, il mériterait tout à fait d'avoir un. Absolument. Moi, le stade Jean-Michel Aulas, à terme, ça me choquerait absolument pas à Lyon. Moi, je trouve ça mieux que Groupama, mais bon. Mais c'est sûr, après Groupama ça rapporte de l'argent, donc c'est pour ça. Mais on a bien compris. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce petit héritage que pourrait avoir Jean-Michel Aulas. Après moi personnellement, ce que je voulais dire sur tout ce soir, c'est le remercier pour toutes ces belles années. Quand même, j'ai vécu les meilleures sensations et les meilleures émotions avec lui. C'est mon club, je l'aime. J'ai commencé en plus grâce à lui à suivre l'after puisque c'est passé le 6 avril 2006 si je dis pas de bêtises, donc j'ai commencé à suivre l'after ce soir-là. Elle nous a fait vivre quand même beaucoup d'émotions, que ce soit positive. Le 4 avril, autant pour moi. Des sensations positives, un peu certaines négatives. J'ai en dernière date, pour moi, la plus grosse coquille qu'il a pu faire dernièrement, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Juni. C'est quand même quelque chose que je pense qu'on peut lui reprocher puisque mine de rien ça s'est mal passé et puis ça s'est mal terminé avec une légende du club. Alors Loïc, tu sais, parce que je pense qu'on va pas
On n'a pas malheureusement 3 heures d'émission pour refaire toute l'histoire de Jean-Michel Aulas en 36 ans. Mais juste une anecdote sur l'after, c'est que donc, le premier match, effectivement, c'est le fameux Milan-Lyon. Et en fait, quelques semaines plus tard, Jean-Michel Aulas a appelé notre patron de l'époque en disant mais vous êtes des grands malades. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Vous allez mettre le feu aux tribunes, vous vous rendez pas compte avec des mecs comme ça et tout. Voilà. Ouais, sauf que. Moi, j'ai une autre anecdote. Souviens-toi, on était à Madrid, donc en zone mixte, et donc c'était en novembre 2006. Donc l'after avait pas encore un an, et donc j'ai mon téléphone portable et je lui dis Président, est-ce que vous voulez réagir dans l'after? Et là, je me rappelle très bien. Il dit oui, pas de problème. Il prend le téléphone, et là, je l'ai en face de moi et je vois les yeux noirs. Et là, je me dis. Daniel a dû poser une question. C'était quoi? Donc il répond froidement, il me redonne le téléphone, il me fait plus jamais. Et en fait, Daniel, tu avais posé une question style, parce que Lyon était qualifié au bout du 5e match face à Madrid, c'était un groupe entre guillemets facile à l'époque avec la grande équipe de Lyon face à Bucarest et face à Kiev. Donc Lyon avait égalisé, avait fait 1-1, je crois que c'est le fameux match avec le but de Carou. Et donc là, tu lui dis bon, allez, les matchs d'entraînement c'est terminé, maintenant place à la vraie Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous espérez cette année? Et là, il n'avait pas aimé que tu traites ces matchs. Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien de ça, effectivement. Donc toi, tu avais le côté son, moi j'avais les yeux, et ça c'était avant. Il y a eu des moments où on s'est très bien entendu. Pendant le confinement, notamment, on était à peu près les seuls à être d'accord avec lui sur à peu près tout. Et là, il était très content de venir et d'expliquer son point de vue. On ne va pas avoir toute l'émission, et puis on pourra en reparler. Déjà, puisque vous parlez de ça, il faut quand même dire aussi que ce sont des méthodes que je n'approuve pas du tout, que c'est aussi quelqu'un qui a tout fait un moment pour qu'on crève, que quelqu'un qui met en copie des tweets à ton patron, genre quand est-ce que vous le virez, ou qui téléphone aussi pour faire virer des journalistes, c'est pas non plus des méthodes qui sont extraordinaires, et c'est pas quelque chose que je prends par-dessus la jambe, parce que c'est quelque chose qui est réel. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Je vais dire ça, puis après j'en parlerai plus, parce que je vais également dire un truc, parce que pour tout le reste, tout le monde en dira du positif et ce sera formidable. Et tout ce qu'il a fait à l'OL, de toute façon, j'ai dit, pour moi, il est carrément quasi créateur du club. Il y a énormément de présidents qui ont défilé à la tête des clubs. Je crois que l'OL, et lui, au-delà de toutes ces méthodes, de tout ce qu'il fait, ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont pas aimé, il y a eu des réactions majoritairement positives aujourd'hui, puis certains totalement déplacés comme celle de Ben Arfa. Mais je crois qu'Aulas, il n'a jamais eu une affaire au cul. Il n'a jamais trempé l'OL dans une affaire louche. Dans le milieu du foot, il y en a eu 1000 des histoires comme ça. Il n'y a pas eu de transfert bidon. Il n'y a pas eu de choses, ou alors je les ai ratées, illégales. L'OL, malgré des méthodes qui parfois m'ont énervé pour nous, pour notre métier à nous, parce que franchement, et à juste titre, ce qu'il faisait parfois était détestable. Non, mais des fois, il y a eu des choses aussi avec les arbitres qu'on a condamnés. Ok, mais à la limite, ça, c'est leur milieu. Nous, tu sais très bien, en plus, effectivement, avec les arbitres. Mais toi, tu parles de la légalité. Voilà, de la légalité. Non, mais là-dessus, ce gars-là, c'est là-dessus, propre. Et ça, c'est à souligner vraiment, parce que tous les autres clubs ont eu des histoires de procès pour transfert foireux avec des agents bidons et des choses comme ça. L'OL, à mon sens, Doudou, je ne crois pas. L'OL, c'est un club qui est propre de ce côté-là. Et ça, c'est à mettre totalement au crédit de Jean-Michel Aulas, qui a géré un club comme il l'a voulu. Je viens de le dire, avec des trucs nous concernant que j'ai trouvé dégueulasses, mais au moins vraiment quelqu'un de propre là-dessus. Et ça, c'est vraiment à souligner. Je pense que ça n'a pas été dit. Juste dans le milieu du foot, partout en Europe, c'est pas si fréquent.